particulière, on va sortir de l'ordinaire. Nous allons parler de la recherche. Nous allons parler de la recherche, voir avec vous quel est le rôle de l'IA et quels sont les outils de l'IA qu'on peut utiliser dans le domaine de la recherche. Nous avons choisi comme participants les médecins spécialistes, bien sûr, qui sont dans le domaine, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans la santé publique, mais aussi les généralistes, nos médecins généralistes, qui se sont mis à la recherche d'une manière un peu timide, mais on aimerait bien leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils avancent dans la recherche eux aussi et qu'ils soient plus ambitieux dans ce domaine. Professeur Azouz, Professeur Azouz qui a fait avec nous la semaine dernière l'initiation à la recherche. Professeur Azouz, je vous laisse commencer. Bonjour Madame Bougam, bonjour à tous les participants. Moi, je tiens à remercier notre ministère de la Santé et la direction de la formation et vous, Madame Bougam, pour l'énorme travail que vous faites dans le domaine de la formation continue, surtout la formation continue d'envergure, de pointe, notamment en ce qui concerne les derniers outils que nos praticiens professionnels de la santé peuvent utiliser dans leur pratique quotidienne. C'est un impératif statutaire, c'est un impératif déontologique et éthique. Donc, il y a même dans le statut du médecin généraliste, du spécialiste, cette notion d'actualiser ses connaissances et l'utilisation des outils, aussi participer à la recherche. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis professeur Azouz, je suis professeur en médecine légale. Je suis aussi chercheur et je suis aussi diplômé en intelligence artificielle. Je développe des solutions IA. J'ai participé à la numérisation du service de médecine légale au CHU Mustapha, où il y a des outils IA actuellement avec des modèles LLM qui fonctionnent dans la plateforme. Je participe activement et bénévolement dans la formation et aussi dans les formations en dehors du circuit de la santé de mes confrères, de mes consoeurs. Actuellement, je suis sous-directeur de la numérisation au CHU Mustapha et avec une équipe dynamique que je salue, je félicite. La mienne, mais aussi dans toutes les structures de santé, des gens qui font beaucoup de travail, des ingénieurs, des techniciens. Donc, pour commencer, il y a déjà un premier impératif, c'est-à-dire qu'il faut savoir que, avant de commencer, que je vais utiliser des outils et je dois déclarer qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt de ces outils, de ces entreprises, de ces marques et des marques déposées que je vais utiliser dans la présentation, ni financier, ni quelconque conflit d'intérêt, ni avec moi, ni avec le ministère de la Santé. Ça, c'est important. Tout ce que les outils que je vais décrire, c'est des outils que je vais citer dans un but pédagogique, dans un but informatif, et non pour la promotion. Je n'ai de conflit d'intérêt avec aucun de ces solutions. Alors, pour commencer sur l'intérêt de la formation, oui, sur le plan statutaire, le médecin spécialiste et le médecin généraliste, Madame Bougam l'a dit, vous êtes tenus statutairement pour faire de la recherche. Autant les médecins spécialistes que les médecins généralistes. Les médecins spécialistes sur plusieurs stations, que ce soit dans la condition de nomination, que ce soit dans les tâches générales des praticiens. Il y a cette notion de recherche, la participation à la recherche, bien sûr, dans le sens médical appliqué. Il y a même dans la promotion des postes, dans le statut du praticien émérite et les postes supérieurs. Donc, vous êtes au centre de la recherche dans le domaine médical en Algérie. J'insiste sur l'Algérie parce qu'on ne peut pas importer des modèles. On doit être les artisans, les sentinelles de notre modèle de santé. Vous êtes les acteurs directs. Les médecins généralistes aussi, statutairement, de par leur statut, ils sont dans l'obligation de participer à des travaux de recherche. Ils doivent participer à des programmes, développer. On est tous une grande équipe de la santé algérienne et chacun de nous va ramener une pièce dans l'édifice pour que notre politique de santé soit efficace, notre politique de santé soit respectée dans ses objectifs, mais aussi que notre citoyen bénéficie des soins que la Constitution garantit, que la loi de santé garantit. Donc voilà, donc ça c'est important, ça a des impératifs que je devais présenter dans cette formation. Donc, lorsqu'on a fait la dernière fois, lorsqu'on a parlé de l'IA, de l'intérêt de l'IA, de sa compatibilité au sens déontologique, éthique, juridique,
et même techniques avec la santé en Algérie. Si vous vous rappelez, on a répondu à la question, c'est juste pour faire le pont entre ce qu'on a fait la dernière fois et cette fois, et on avait dit que oui, il y a une cohérence, il y a une compatibilité entre l'IA et la pratique médicale en Algérie. J'ai même été l'auteur d'un livre, j'ai humblement j'ai fait un petit travail de réflexion pour un petit peu montrer que il y a quand même une responsabilité. L'IA est une technologie qui s'impose, mais qu'il faut qu'on ait quand même qu'on soit garant de la sécurité de son utilisation, garant de la santé de nos citoyens quand on l'utilise, parce que l'IA elle est déjà aux hôpitaux, dans les différents services, à Mustapha et ailleurs, hein, pour vous dire. Alors, pour faire brièvement, il y a eu un certain nombre de stations lors de la création de l'IA. Il y a les prémices en 1950 avec le test de Turing, comme on a dit. Il y a eu en 2010 l'apparition du deep learning, c'est-à-dire où il y a eu des algorithmes qui reconnaissaient des images et le fameux boom virage de 2022-2023 avec l'apparition de ces IA génératifs. On était dans le discriminant, donc on est dans le génératif. Il y a qui produit, qui écrit, qui analyse, qui critique, voilà, et qui mime l'intelligence humaine. Et bien sûr, il y a deux IA. Il y a l'IA faible actuelle, c'est les chatbots, c'est OpenAI, c'est les diagnostics assistés dans certains appareils. Et bien sûr, le futur, qui fait partie, bon, un petit peu de la mythologie, mais de la science-fiction, une intelligence théorique forte, qui peut rivaliser avec l'intelligence humaine. Moi, je ne crois pas beaucoup, et tous les experts non plus. Mais après, quand on parle maintenant du modèle d'IA qu'on peut utiliser dans le domaine de la santé, notre domaine, là, il faut rappeler ce qu'est ces modèles de langage que tout le monde utilise dans les téléphones, dans le PC, chez vous, à l'hôpital. Sachez que c'est des modèles LLM, c'est des modèles mécaniques de création de langage. S'il vous plaît, retenez que c'est une équation mathématique. C'est-à-dire qu'elle va prendre un mot et elle va placer derrière ce mot ce qui est statistiquement le plus pertinent, le plus fréquent, comme dans douleur, elle va mettre thoracique parce que statistiquement, il y a plus de douleur thoracique qu'abdominale et je continue. Pour dire que cette IA a la capacité de calcul, la capacité de résumer, de traduire, de formuler, parce que c'est un modèle de langage. Donc c'est ça, sa vocation première. Elle peut être très pertinente dans ces modèles de prédiction sur certaines formes, sur certains concepts. Ça, c'est important. Mais ce qui est important à retenir, c'est que actuellement, dans le monde, les publications scientifiques, le travail scientifique, pluriel, hein, c'est-à-dire que ce soit des praticiens, les chercheurs, parce que la médecine ne se fait pas que par des chercheurs, elle se fait par les praticiens du terrain. C'est eux qui ont la véritable visibilité sur l'épidémiologie, sur ce que vous avez vu dans la COVID-19, c'était le ministère de la Santé. Ils ont une visibilité en temps réel, et donc c'est une arme incroyable sur le plan sanitaire dans un pays. Donc, le praticien de santé pluriel, que ce soit le généraliste, spécialiste, le paramédical, participe dans cette dynamique. Et en 2026, le 9 janvier 2026, cette publication ramène cette notion d'augmentation des publications scientifiques parce qu'il y a l'usage de ces LLM. Donc, l'usage de ces LLM, de cette IA, est contributif pour produire de la science et pour produire de la réalité sanitaire, pour produire des observations, des recommandations, des conduites à tenir, des guidelines. Vous voyez, ça explose dans certains pays où l'IA, elle est très épaulée. Il y a beaucoup d'argent qui sont des milliards de dollars, notamment en Asie et en Amérique. Les autres pays essaient de suivre et ça a participé dans des publications. Ils sont maintenant au top en termes de publications et toutes les publications que vous voyez, des articles, des méta-analyses, des résumés d'abstracts, tout ça est fait par l'IA et l'IA a augmenté de façon significative la production de ces éléments. Pour vous dire que ce n'est pas un complexe d'utiliser ces modèles pour produire des rapports, pour produire de la science, des observations. C'est important. Ça fait partie statutairement de notre travail. Donc, ça fait partie de nos obligations d'être les yeux, les oreilles, le cerveau de notre tutelle pour rapporter sur le plan local ce qui se passe. C'est à travers ça, bien sûr sur le plan local, mais une production saine, une production qui se fait dans le norme pour donner plus de visibilité à vous déjà, dans votre pratique médicale, à votre administration, à vos collègues, et aussi aux autres collègues du pays, et bien sûr à notre institution, dont le but est d'améliorer nos observations par rapport à certaines pathologies, aux phénomènes épidémiologiques, pandémiques du pays. Ce qui est clair, c'est que ces modèles d'IA,
vont faire gagner un temps considérable. Ce que vous voyez, ça a été calculé. C'est-à-dire que ce qui est dans une rédaction, dans une production, même dans une lecture académique, vous allez gagner un temps considérable avec ces modèles, avec ces techniques et modèles, et ça, c'est inéluctable. Alors, quand on parle maintenant de pensée scientifique, quand on parle de paradigme, c'est-à-dire comment on formule une pensée scientifique. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans votre prompt, quand vous allez établir un prompt au niveau des solutions IA que vous allez utiliser, les spécialisées et non spécialisées, si vous n'utilisez pas un prompt qui répond à une logique médicale, à une logique académique, à un questionnement et problématique médicale, et qui est bien construite, l'IA ne pourra pas vous comprendre. Elle ne pourra pas être pertinente. Voilà, pour être plus clair, l'IA ne pourra pas être pertinente parce que vous n'avez pas formulé convenablement votre question. Bien sûr que dans une question de réflexion, de recherche, il faut toujours s'appliquer à des modèles. C'est le modèle PICO. Quelle population je vais cibler? Quel type d'intervention je vais faire? Prise de tension artérielle, mesurer une glycémie. Je vais faire des comparaisons, mais entre quoi et quoi? Entre deux groupes de malades, groupe avec un groupe fictif. Et qu'est-ce que j'attends comme résultat? Donc, ces éléments sont importants. Parce que c'est ça qui va vous permettre de converser avec votre solution d'intelligence artificielle et de converser dans les normes. Vous n'allez pas dire des choses dans la banalité. Dites-moi, c'est quoi l'AVC? Qu'est-ce que le diabète de type 2? Que donne le diabète de type 2 en Algérie? Ça, c'est des questions très vagues. L'IA, elle a 13 ans. L'IA, elle est jeune. Elle ne comprend pas le vocabulaire vague. Si vous êtes vague, elle sera vague. Si vous êtes précis, construit, structuré, elle sera structurée. Elle vous donnera une réponse très complète, exhaustive, bien sûr, avec des garde-fous qu'on dira qu'on va citer tout à l'heure. Voilà, c'est des outils comme Pico Research Question Generator. Ça, c'est un outil que vous allez retrouver sur Internet et vous allez faire entrer des questions. Il va vous poser des questions sur exactement Pico. Quelle est la population? Quel type d'indice vous cherchez? Quel est vos groupes? Et quand vous allez introduire, il va vous formuler une problématique médicale. Et ça, c'est excellent. Ça vous permettra de faire des recherches pointues, des recherches ciblées. Quand vous allez aller que ce soit dans des modèles IA, même dans les plateformes où il y a des articles, vous êtes en train de chercher un article ou un groupe d'articles sur une pathologie, sur un problème, quand vous allez formuler convenablement votre problématique par rapport à ce que vous attendez, vous aurez les articles qui vous seront destinés, qui vous seront ciblés par rapport à votre problème. Et là, vous allez trouver réponse à votre question. Parce que si vous allez dans des plateformes, vous allez faire entrer des mots clés comme ça, très vaguement, vous allez vous retrouver avec 4 000, 10 000 articles. Allez chercher dans les 10 000 articles votre problématique qui va être pertinente et qui va répondre à votre question. Et ça, c'est très important. Comment problématiser vos questions? Et pour cela, le prompting, donc le prompting, c'est quoi? Le prompting, en fait, c'est la formulation, c'est le type de syntaxe, le vocabulaire que votre IA va ingurgiter, que vous allez mettre sur le chat et qu'elle va utiliser pour formuler, pour vous donner un output, donc un résultat. Donc, toujours l'IA lui préciser le contexte, quel est son rôle, décrire la tâche qu'elle doit faire, toujours des contraintes en Algérie, entre 2012 et 2025, toujours les contraintes, sexe masculin, je cherche des ratios, je cherche le formatage, j'attends des outputs. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez un plan simplement? Est-ce que vous attendez des tableaux? Est-ce que vous attendez un rapport? Est-ce que vous attendez... Voilà, tout dépend de ce que vous attendez. Et puis, bien sûr, il va y avoir de l'affinage. Il ne faut pas prendre ce que vous donne l'IA comme une réponse définitive, mais surtout demander à l'IA qu'il y ait une rétroaction sur ce qu'elle propose, ce qu'elle donne. Vous allez critiquer, donc reformuler le prompt, elle-même, elle va donner des critiques, vous allez orienter sa critique. Et plus vous allez critiquer, plus vous allez affiner votre problématique, plus l'IA va être pertinente. Alors, là, c'est un exemple que je vous montre. Le garçon que vous voyez, c'est un garçon qui a 13 ans. Alors, pardonnez-moi de vous dire que ChatGPT, c'est un enfant de 13 ans. C'est exactement les experts ce qu'ils lui donnent comme âge. C'est un enfant de 13 ans. Il est surdoué, il est fort, il sait écrire, mais c'est un enfant. Donc, vous ne pouvez pas demander, comme vous voyez sur l'écran, quand je mets, par exemple, dans le prompt, quand je mets un truc très vague, écrit une problématique sur le diabète. Voilà, il va être très vague. Vous voyez, c'est très vague, c'est très pas nuancé, c'est livresque. Et puis, quand vous allez, vous ne pourrez pas l'exploiter, c'est un
un flux de phrases et de paragraphes qui n'ont pas de réel intérêt pour vous. C'est-à-dire, c'est un journal que vous allez lire. Mais quand je change le prompt, regardez, quand je contextualise, tu es expert en recherche clinique concernant le diabète de type 2, rédige une problématique académique partant d'un constat général sur le diabète de type 2 en Algérie, vous voyez, pour aller vers une question précise sur l'observance thérapeutique avec des références bibliographiques actualisées et vérifiées. Vous voyez, donc j'ai exactement donné à ce petit garçon toutes les directives pour aller chercher mon information et lui, toute sa puissance et toute son énergie va la déployer dans une question précise. Et à partir de là, regardez la réponse. La réponse, elle va être bluffante, très différente. On voit des ratios, on voit même des références bibliographiques et des références bibliographiques qui ont été, bien sûr, vérifiées avec beaucoup de détails sur les études qui ont été faites en Algérie, ce qui a été dit par l'OMS concernant l'Algérie. Vous voyez, donc les bibliographies, je peux même les voir, vous voyez, je peux même ouvrir des bibliographies, les consulter, et vous voyez, donc il y a un processus proactif d'utilisation de l'IA. S'il vous plaît, retenez que l'IA n'est pas un chewing-gum qu'on est en train de, vulgairement, pardonnez-moi, qu'on est en train de mâcher. Non, l'IA, c'est proactif. C'est un feedback entre l'IA et vous et vérifier le rapport qu'il vous a donné, poser des questions, reformuler votre prompt. C'est ça le vrai prompt contextualisé dans le domaine médical, dans un enseignement médical et dans une production, par exemple, académique que vous voulez faire. Moi, je vois des généralistes et des spécialistes participer dans des sociétés savantes. Ils ne produisent pas beaucoup, malheureusement. Ils doivent produire. Un généraliste qui a une consultation d'hypertension artérielle, de diabète, mais c'est une mine d'or. Que ce soit tout dépend où il est, à Alger ou la Tipaza, ou là, c'est une mine d'or. C'est-à-dire, sur le plan sanitaire, dans cet endroit, on a une visibilité de ce qu'il est en train de faire, et c'est pas quelque chose qui va être occulté, pas vu, c'est dommage. Et puis, c'est pas contributif pour son administration, pour l'hôpital, on ne saura pas de quoi il a besoin, ses difficultés. Et pour vous dire que changer de prompt et changera complètement l'efficacité de ce que cette IA peut vous produire. Donc, quand vous parlez de prompting, quand vous parlez à une IA, toujours suivre cette notion de CRFT, c'est-à-dire contexte, rôle, format, tâche. Contexte, je rédige un article pour le diabète de type 2 en Algérie, l'actualité du diabète de type 2 en Algérie, les recommandations, tout ce que ça dépend de ce que vous cherchez. Le rôle, donc le rôle, qu'est-ce que vous demandez à l'IA de faire? L'IA suivra le rôle que vous allez lui donner et fonctionnera selon ce rôle. Vous êtes expert en épidémiologie, par exemple, elle fonctionnera comme un épidémiologue. Donc, elle va vous rendre beaucoup plus de chiffres, de visibilité sur l'épidémiologie. Quel est le format que vous attendez? Sur quel type de réponse vous attendez? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une conduite à tenir avec des références, sans références? Et puis, la tâche, critique méthodologique sur l'abstract. Si vous demandez quelque chose, toujours demander la tâche qu'elle doit formuler à travers cette fonction qu'elle va faire. Exemple, prompt, comme vous voyez en vert en bas, je rédige un article, agis comme expert, sous forme de liste de puces, donc sous forme de PowerPoint, sous forme de points forts, et critique méthodologique. Qu'est-ce que j'attends comme méthodologie? Ne pas dire parle-moi de diabète, par exemple. Ça, c'est perdre son temps, hein. C'est-à-dire elle va vous donner très général, avec parfois des références elles sont fausses, parce que vous avez été très vague, elle va rester aussi vague. Gardez dans l'esprit, s'il vous plaît, dans le prompt, CRFT, contexte, rôle, format, tâche, critique méthodologique à la fin. Donc, faites très attention, le prompt, il est d'une importance capitale. Maintenant, quand vous allez demander des choses dans le prompt à cette IA, il faut que vous sachiez que l'IA, elle est très forte. Elle est très forte pour identifier des concepts. Concept A, concept B, concept C, diabète de type 2 en Algérie, thérapeutique et hémoglobine glyquée. Après, le problème de l'IA, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas forcément relier ces concepts. Elle va peut-être les juxtaposer, qu'elle va vous les mettre dans un texte, mais c'est à vous d'expliquer qu'est-ce que vous cherchez comme relation entre les concepts. C'est ça l'erreur que font les utilisateurs de l'IA en général
et les praticiens, les médecins, les professionnels de la santé en particulier, c'est qu'ils demandent des concepts, mais ils ne demandent pas de nuance entre les concepts. Si vous ne nuancez pas entre les concepts, l'IA ne pourra pas vous aider. Et cette nuance, c'est pas un prompt de prompt, c'est un ensemble de critiques, de feedback entre vous et cette IA, entre concept A et concept B. Maintenant, je demande quelle est la relation entre concept C et concept A, quelle est la relation possible entre cette relation concept C, concept A avec le B, et voilà. Et c'est comme ça que vous allez voir devant vous, vous allez être étonné parce qu'elle va vous donner des résultats extraordinaires, des choses que peut-être vous n'avez pas, vous n'êtes pas attendu à des résultats pareils. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important de dire que l'IA, elle est très forte pour identifier et développer des concepts, mais la relation, c'est à vous de le faire. Il faut l'affiner. Il faut que vous soyez là dans le feedback et vous pilotez. C'est pour ça que dans la première diapo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé le stéthoscope et dans le titre, j'ai utilisé le stéthoscope. J'ai utilisé le stéthoscope parce que l'IA actuellement, l'usage de l'IA va être, pardonnez-moi du terme, banal et aussi normal que d'utiliser un stéthoscope. Mais je m'excuse, le stéthoscope ne fonctionne pas seul. Il y a l'utilisateur derrière, il y a le médecin, le savoir-faire du médecin, il y a l'expérience du médecin, du praticien. Donc faites attention, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai utilisé cette notion de stéthoscope, parce que c'est absolument le même paradigme. Et pour ça, pour optimiser, l'IA ne peut pas deviner vos intentions, votre problématique. Qu'est-ce que vous cherchez exactement dans votre requête? Je parle d'une demande, d'une formulation d'une problématique, ça peut être des données. Vous pouvez injecter des données dans l'IA et demander qu'il y ait des graphes pour que vous puissiez avoir une visibilité sur vos données. Mais s'il vous plaît, retenez juste que, je sais, vous allez me dire, professeur Azouz nous parle de données, nous parle d'injecter des données, alors que l'autre fois, nous a parlé de la loi 1807, complétée par la 2511. Je vais vous dire comment faire pour éviter qu'il y ait une violation de la loi, mais surtout violation du secret médical. Donc, vous pouvez travailler sans que vous tombiez dans cette violation, dans certains niveaux d'utilisation de l'IA quand vous avez besoin d'un certain nombre de résultats. Donc, prompt faible, écris-moi une problématique sur le diabète. Voilà, c'est un prompt très faible, c'est très grave, c'est-à-dire je m'excuse, j'ai utilisé une Ferrari dans une route qui fait du 30 km/h maximum. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est surtout pour ceux qui ont une IA payante, c'est-à-dire il a payé pour avoir ce modèle d'IA, où l'institution lui a fourni, actuellement, il y a un travail gigantesque au niveau du ministère de la Santé, à travers notre ministre de la Santé que je salue, et son directeur de l'informatique, qui sont en train d'essayer de donner des résultats, des solutions. Cet après-midi, je vais avoir une discussion avec M. Moreau pour avoir des solutions, il fait un travail extraordinaire, pour donner des solutions, pour avoir des solutions dans la pratique médicale, pour vous dire qu'on est partie prenante dans ces solutions. Il faut être force de proposition. Donc, très vague, mais un prompt optimisé, regardez, il faut prendre la peine d'expliquer. Si un enfant de 13 ans, comme on l'avait dit, rédige une problématique académique partant, comme on a dit tout à l'heure, c'est contextualisé, la réponse elle est contextualisée selon vos besoins, elle est structurée et elle est scientifiquement valide. Vous avez vu, j'ai eu des références qui ont été vérifiées. Il faut diriger, s'il vous plaît, votre IA, et ça, c'est très important. Et l'IA peut être très intéressante, ces modèles, pour lire des articles, pour vous aider à lire un article très lent, surtout si vous êtes de garde, vous avez besoin d'une réponse rapide, parce qu'elle peut lire rapidement, mais je vous rappelle, il faut la guider. Vous pouvez demander de faire une critique sur la discussion, de faire ressortir certains arguments de preuve, de la conclusion, de poser la conclusion, est-ce qu'elle est cohérente, surtout si vous écrivez vous ou vous lisez un article. Si vous écrivez vous pouvez lui demander de critiquer votre conclusion, votre discussion, mais en ayant bien sûr l'autorité et aussi le contrôle de votre rédaction. N'oubliez pas que vous devez être votre propre rédacteur. Si vous utilisez l'IA, il faut déclarer que vous avez utilisé l'IA, mais sinon vous devez valider. Ne laissez pas une calculatrice, pardonnez-moi du terme, décider de la suite d'un article, de la direction de certaines conclusions, d'observations. Donc, vous avez identifié des lacunes dans un article ou dans votre écriture, dans votre syntaxe, elle va vous aider pour avoir une forme déjà parfaite, excellente,
et qui sera à la hauteur de l'idée ou même de votre projet sanitaire par rapport à votre administration, la tutelle. Et ça, c'est surtout si vous êtes aussi dans une congrès international ou avec d'autres experts, ça vous permettra d'avoir de la pertinence, d'avoir une logique qui soit déjà mise à l'épreuve. Mais faites attention, et c'est là où le bas blesse, faites attention à cette IA qui est créatrice d'hallucinations, qui est créatrice d'illusions. S'il vous plaît, faites attention. C'est pour ça qu'il faut critiquer. L'IA privilégie souvent la vraisemblance. Elle va faussement vous donner des vérités qui paraissent vraies, alors que non, il faut aller vérifier, vous allez voir que c'est pas vrai. Moi, j'utilise de l'IA, il y a eu des erreurs dans les articles de loi, il y a eu des erreurs dans la bibliographie. Faites très attention. Une bibliographie, vous devez aller la vérifier. Et vérifier déjà si elle existe, vérifier si elle est référencée. On n'a plus de son. Professeur Azouz, on n'a plus de son. Apparemment, il y a un problème de connexion. On va reprendre. Moi, dès qu'on perd le son, je comprends que ça y est. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pourtant il fait beau. Hein. Alors, activez le son l'INT. Désolé, ça s'est déconnecté, il y a une déconnexion. Je vais je vais repartager l'écran. Est-ce qu'il est déjà partagé? Est-ce que vous pouvez me... Non, il n'est pas partagé, il n'est pas partagé. D'accord, je vais partager tout de suite. Pour repartager, aller vers la claque. Désolé des connexions. Est-ce que vous avez l'écran maintenant? Allez-y, oui, c'est la bonne. Super, désolé pour la déconnexion. Donc je reprends. On était dans les hallucinations de l'IA, qu'elle est possible de vous donner des faussetés, c'est-à-dire des erreurs. Et parce que elle est un modèle statistique, elle crée le modèle le plus probable dans une formulation de questionnement ou d'une problématique. Et surtout, si vous utilisez un mauvais prompt, elle risque quand même de vous induire en erreur. Faites attention. Il faut toujours vérifier est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ce qu'elle dit est vérifiable, parce que vous êtes complètement responsable des actions que vous allez entreprendre après. Alors, on arrive à la partie intéressante de l'histoire et de notre conférence et surtout la partie qui a fallu que je fasse une déclaration d'absence de conflit d'intérêt sur les outils que vous pouvez utiliser d'IA qui sont identifiés, qui sont validés, que moi-même j'utilise pour faire de la lecture critique d'articles, la LCA, et même faire de la production et que ce soit une production qui soit pertinente, efficace. Il y a bien sûr dans l'exploration des articles et des revues, comment vous allez retrouver quels sont les outils qu'on peut utiliser pour aller chercher des articles, chercher des synthèses, des guidelines, des rapports. Quel type d'IA je peux l'utiliser dans la lecture et la synthèse de ces articles? Quels sont les outils que je peux utiliser dans la rédaction, dans la structuration de mes rapports, de mes articles? Quel outil je peux utiliser dans la traduction et de la reformulation, dans la correction, de la syntaxe, de la grammaire? Et puis, quels sont aussi les outils qu'on peut utiliser pour pour créer une base de données, faire des calculs et des calculs sur ces bases de données, donc faire de la data, faire d'études de data, des calculs, donc faire des statistiques tout bêtement. Donc voilà les sélections. Alors, je m'excuse, il est important de dire qu'il faudrait plus d'une conférence pour expliquer tous ces outils dans le détail. Je suis désolé, mais il y a l'effort de la direction de la formation. On pourra faire après une masterclass
où chaque séance sera un outil, une partie de l'usage de ces outils dans la production ou dans la lecture des travaux scientifiques sur le plan médical. Mais les choses vont se faire, donc je vous promets. Donc on va essayer de parler des outils les plus importants et surtout ceux qui sont validés, qui sont efficaces, connus. Et c'est pas des usines à gaz, hein, c'est des vrais outils. On peut parler d'Illicit. Illicit est un outil très puissant qui peut faire de la recherche bibliographique, qui peut faire de la recherche contextualisée sur un problème sanitaire donné. Il va vous donner des réponses assez pointues, assez précises. Mais le problème, il va vous donner même des rapports, il va vous donner même des graphes. Le problème, c'est que Illicit est une plateforme qui est payante. Donc, il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas d'heures de gratuité ou de tokens, donc un certain nombre de prompts qu'on peut formuler dans un sens gratuit. Il y a l'outil aussi Consensus. Consensus, il est excellent, que moi-même j'utilise pour la recherche bibliographique. Alors, Consensus, ce qui est bien dans Consensus, c'est qu'il y a un certain nombre d'utilisations d'heures d'utilisation de tokens qu'on peut utiliser gratuitement et vous pouvez formuler des questions de recherche. Il va vous donner des articles dans la questionnement que vous avez posé, des articles avec le nombre de citations et ces articles, l'état de santé de ces articles, le niveau de robustesse scientifique des revues qui ont publié cet article. Consensus est un excellent outil pour recherche bibliographique concernant une problématique donnée. Vous voyez, ça, c'est des outils qui sont spécialisés, à la différence de ChatGPT ou DeepSeek ou Grok ou j'en passe, tous les autres, qui sont un petit peu plus dans les généralités, mais ça, c'est des outils qui sont précis dans les publications scientifiques et notamment les publications médicales. Il y a le site.ai aussi. Le site.ai a le même problème que Illicit, c'est-à-dire c'est payant, même l'utilisation de prime abord va être formulé à moitié et vous demandera de payer pour l'utiliser. Donc, il est très intéressant pour la création d'abstracts, pour aller chercher des articles, pour trouver de la pertinence et des liens entre les articles. Donc, retenez Consensus, qui est un produit excellent que j'utilise. Comme vous voyez, Consensus, je peux introduire la même question, la créatine constate la perte de cheveux. Bien sûr, il faut mieux contextualiser. Déjà, il vous donne une réponse. Et même, il va vous donner un certain nombre d'articles, même récents, avec même le nombre de citations que vous voyez. Et ces articles sont complètement transposables et indexables dans un logiciel de bibliographie. Ils sont consultables quand, bien sûr, vous voyez des PDF. Il y a même des PDF qui sont cadenassés, mais il y a des PDF qui ne sont pas cadenassés. Donc, donc, la lecture est gratuite. Il vous donne aussi même l'état de santé de cet article, le nombre de citations qu'on vous voyez, et même la revue dans laquelle est sorti cet article. Pour vous dire qu'il vous donne un certain nombre de réponses, un développement dans le cadre de cette réponse, et même la source bibliographique avec le pédigré de l'article d'OI, la revue, et ça c'est très 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 important, et ça peut être salutaire pour un praticien qui est à l'hôpital, qui a un problème, il est de garde, il recherche rapidement un certain nombre de réponses, même aussi dans votre lecture par rapport à certaines problématiques sanitaires, ou aussi dans votre travail d'écriture. Moi, je vous encourage dans certains types de thématiques que vous avez choisis dans le cadre de votre travail, que ce soit le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Vous voyez, ici, par exemple, il est aussi pertinent, mais il va tronquer la réponse. Il va tout de suite vous dire que bon, il faudra payer pour pouvoir agree to premium to save and access to chat history. C'est-à-dire même l'historique que vous ne pouvez pas accéder et même le développement, il va être tronqué. Donc l'accès va être limité. Il y a aussi Litmaps. Litmaps qui est un outil très intéressant. Litmaps, il va vous permettre de faire une recherche sur une thématique bibliographique, mais aussi de créer votre bibliographie sur une thématique et faire la relation entre les articles et vous donner même
l'évolution de cette thématique que vous avez choisie, le diabète chez l'enfant, de type 2 chez l'enfant. Il va vous chercher les articles, il va même se mettre à jour sur de nouveaux articles, il va vous dire qu'il y a de nouveaux articles sur la thématique que vous avez choisie, sur la problématique que vous avez choisie. Il est très, très intéressant. La barrière d'usage, elle n'est pas très élevée, c'est-à-dire l'apprentissage, il est assez aisé. On pourra le faire dans une masterclass avec la direction de la formation de la santé pour l'usage de ces outils. Et l'ITMAP, ce qui est bien, c'est que il a un certain nombre de tokens qui sont d'usage voilà, gratuit. Pour la phase 2, c'est la lecture et synthèse accélérée d'articles. Vous voulez, voilà, vous avez des articles, vous avez des PDF, et vous ne savez pas quoi faire avec ces articles. Vous voulez chercher dans ces articles un certain nombre de choses qui sont très intéressantes pour vous, pour votre travail, pour votre problématique, pour votre travail d'écriture. Vous voulez écrire sur quelque chose ou même un rapport. Alors, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. Moi-même, j'utilise notamment chaque PDF, comme vous pouvez utiliser aussi comme OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, en introduisant l'article et vous allez poser un certain nombre de questions. Vous voyez, chaque PDF, j'utilise moi-même. Et dès que j'injecte l'article, ça c'est un article que moi-même, je voulais vérifier. Je suis en train de préparer une publication sur l'anthropologie médico-légale. Vous avez compris, je suis médecin légiste et j'ai un certain nombre d'articles que je dois produire sur les recherches, notamment sur les thématiques médico-légales. En anthropologie médico-légale, j'ai cherché un certain nombre d'articles sur la détermination d'âge à partir du squelette, sur toute l'évolution historique de ces articles, et il me permet de gagner du temps sur une problématique donnée. Donc, je cherchais la méthode de Lovejoy, j'ai cherché une subtilité dans la méthode de Lovejoy, c'est l'auteur de cet article, et je peux faire gagner du temps quand je fais de l'expertise, je suis devant mon cas, devant mon squelette, je peux faire une recherche très rapide pour ajuster ma démarche d'expert, vous voyez. Donc, ces lectures vous permettent même d'ajuster vos réflexes, d'ajuster vos connaissances, d'ajuster votre savoir. Donc, c'est très contributif du moment que vous restez, bien sûr, dans les limites de la légalité, bien sûr. Alors, on peut parler maintenant d'assistants dans la rédaction et dans la structuration de vos productions. L'IA peut être très contributif, c'est des modèles spécialisés, pas OpenAI, c'est des modèles spécialisés dans la rédaction. L'OpenAI peut le faire, ChatGPT peut le faire, mais vous avez vu, il y a maintenant des solutions qui sont dédiées à une tâche donnée, à un cahier de charge donné. Donc, l'IA peut vous aider déjà dans la formulation. Ce qui est très intéressant, moi je le dis souvent, autour de moi, quand j'ai une discussion, dans un débat où l'IA fait surface, souvent, je dis que l'IA vous évite la page blanche. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez un point de démarrage que vous allez bien sûr reformuler, critiquer. Donc, elle vous permet donc de faire une réflexion, de problématiser avec elle. Et donc, dans un feedback, vous allez problématiser de plus en plus finement. Une problématique ne doit pas être générale, vous avez compris, on a un objectif général, on n'a pas 100, on a un objectif principal avec 3, 4 objectifs secondaires dans une réflexion, dans une production. Et elle va vous permettre de faire ça. Elle va vous permettre aussi de faire le premier jet, c'est-à-dire de faire une première production, un premier paragraphe où il va se formaliser devant vous et ça va vous inspirer, ça va permettre de vous inspirer. Vous serez devant une production qui est mécanique, hein, c'est-à-dire l'IA va produire mécaniquement du texte. Mais ce texte, vous avez lui donner vie. Vous avez vu, à la fin, j'ai dit Human Expert Only, c'est-à-dire vous devez rester au contrôle de ce qu'elle produit, elle. Vous devez être le dernier filtre. Et ça, c'est très, très, très important, mais surtout, c'est très intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, d'éviter d'avoir la page blanche, d'être inspiré et de développer des idées à partir d'un socle qui est bien sûr de synthèse, mais ça va être le socle, mais la production humaine, ça va être vous. Donc, je vous conseille, quand vous utilisez ces IA dans la structuration, dans la rédaction, toujours commencer par palier. Ne demandez pas en bloc qu'on vous donne, vous allez problématiser, après vous allez étoffer une introduction, un plan, voilà, vous allez étoffer un plan et progressivement vous allez faire des prompts progressifs et corriger, prompts, corriger, et ça c'est extraordinaire. Ça vous permettra d'avancer progressivement parce que quand vous allez faire un prompt général, ça va vous faire une production générale qui va être très formatée, très orientée, et ça ne vous donnera pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous serez limité. Et ça, c'est quand même
dommageable. Donc, l'usage de l'IA, c'est plus un copilote avec vous qui va vous accompagner que le pilote. Vous êtes bien sûr le pilote de la production quand il y a une production. Après, on peut parler aussi de ces outils qu'on peut utiliser dans la rédaction. Alors, il y a des outils comme DeepLWrite. DeepLWrite, c'est DeepL. Hein, vous allez le retrouver vous tapez DeepL sur Internet, vous allez le DeepLWrite. Alors, DeepLWrite, bon, c'est une solution de rédaction et de traduction qui est allemande. Elle est très performante. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la relation, elle s'appelle DeepLWrite. C'est du DeepL. C'est une solution IA. C'est une solution IA qui fait de la traduction, comme Google Translate. Google Translate aussi, c'est une solution IA. DeepLWrite, il est vraiment très orienté vers la rédaction, vers la traduction. Il peut même traduire un fichier complet, mais faites attention, ça reste quand même mécanique. DeepLWrite peut vous aider dans la structuration de la langue, dans la traduction, surtout la barrière de la langue, parce que souvent on nous demande de travailler en anglais, de produire en anglais. Le médecin peut avoir un anglais, on va dire, moyen. Il y a certains qui manipulent très bien la langue. Ça peut être très salutaire parce que DeepLWrite va leur permettre d'aller très vite dans la production au sens writing. Et le médecin qui a un niveau moyen peut utiliser DeepLWrite pour concrétiser ses idées, écrire et même traduire des articles quand l'article est très intéressant et il n'arrive pas à trouver les nuances. Les nuances, vous voyez, dans un article scientifique, les nuances sont très importantes. Et parfois, quelqu'un qui n'est pas très, qui maîtrise pas beaucoup la langue anglaise, c'est-à-dire il peut se tromper sur les nuances, comprendre faussement une observation, une conclusion, une discussion. Et la traduction de DeepLWrite, elle est excellente. Hein. DeepL, elle a une excellente traduction parfois qui surpasse Google Translate et même d'autres traducteurs. Il y a Grammarly aussi qui est un correcteur de syntaxe, d'orthographe, qui fait plusieurs langues. Il ne fait pas que l'anglais, il fait même le français. Et ça va permettre donc d'écrire, de corriger votre rédaction. Donc, vous avez un excellent secrétaire qui va vous aider dans la production et dans la lecture, et bien sûr en étant dans les normes, c'est-à-dire en étant dans les normes au sens syntaxe, même au sens langue. C'est-à-dire, et ça c'est important, voilà, DeepL, vous allez le retrouver sur Internet, vous tapez DeepL, il y a DeepLWrite, correction IA, il va vous corriger, il peut faire de la traduction, il peut faire de la traduction de fichiers, il est excellent, et il a un certain niveau d'utilisation gratuite. Après, oui, c'est payant. C'est payant et c'est un excellent investissement pour quelqu'un qui fait de la lecture, qui veut faire de la lecture, qui fait faire de la production. Moi, je vous le conseille fortement. Moi, je l'utilise assez souvent. Surtout quand il y a des articles en espagnol, des articles en italien, en brésilien. En Espagne, ils écrivent en espagnol. Et parfois, moi-même, je veux certaines phrases, j'arrive pas à saisir la nuance. Je fais de la traduction pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Oui, on apprend tous les jours. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette plateforme. Il y a aussi Grammarly qui est excellent dans la correction de la syntaxe. Vous voyez, donc il va vous recorriger à droite, vous avez vu, il va vous recorriger les phrases au sens orthographe, et ça c'est excellent, vous êtes sûr d'avoir un rapport qui est blindé au sens langue. Faites très attention, alors à toute cette production, pourquoi j'ai mis cette plaque? Toute cette production, c'est intéressant, c'est bien, vous êtes en train de faire de l'IA, mais vous savez, il y a des outils maintenant qui permettent de détecter l'IA. Donc faites attention, et dans certaines productions, dans certains niveaux de production scientifique, il faut déclarer l'usage de l'IA, et si on n'utilise pas l'IA, et si on ne déclare pas l'usage de l'IA, ça peut être considéré comme une fraude, et voilà, et l'IA peut être détectée facilement avec des outils très puissants. J'ai cité Killboot, mais il y en a plein, hein, il y en a plein, et même ceux qui sont un peu plus professionnels, un peu plus balèzes que Killboot, que moi-même j'utilise pour détecter dans les rapports de mes internes, dans certaines productions de mes résidents, et voir s'il n'y a pas du 100%. On peut tolérer 12, 13, 14, 15%, 20%, mais allez, mais c'est aussi toléré. Mais du 100%, faites attention, on peut détecter rapidement que c'est du 100%. Alors, on a parlé de la rédaction. On a parlé de la rédaction. J'espère que vous arrivez à me suivre, vous m'entendez. Est-ce que l'affichage est bon? Parce qu'on m'affiche, l'affichage est à moitié.
Non, 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 pas du tout. Ça se passe bien. C'est Super. peut-être à leur niveau. D'accord. Et puis ça fait un moment qu'ils l'ont mis. Super, d'accord. En Alors, on Boulogne. arrive. Merci beaucoup, Madame Bougan. Alors, on arrive à la phase 4. La phase 4, vous avez vu, j'ai utilisé différents niveaux d'usage de ces IA sur différents besoins que vous pouvez formuler dans votre travail de tous les jours. Il y a par exemple l'analyse des données sans code. Pourquoi j'ai écrit sans code? Parce que dans les outils puissants, du moins puissant au plus puissant, on utilise souvent du code. Moi-même, j'utilise du code euh, de l'Excel à l'SPSS. Je répète, j'utilise ces noms de produits commerciaux. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, c'est juste à titre indicatif et pédagogique. J'utilise souvent de l'Excel de Microsoft et SPSS, mais ces outils sont beaucoup plus performants quand vous codez dedans, quand vous mettez du code. C'est pour ça que j'ai mis les solutions IA actuellement qui vous permettent d'avoir des résultats, de la data épidémiologique sans coder. Vous savez, les épidémiologistes font du code, ils codent l'EPINFO, ils codent SPSS, ils font du coding, c'est-à-dire il y a une partie de l'outil où il faut faire entrer du code informatique pour pouvoir avoir un certain niveau de subtilité dans les calculs, dans les résultats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils actuellement qui vont faire ça à votre place et ils vont vous donner des résultats comme vous voyez. Donc, je peux avoir un tableau Excel, je peux introduire, avoir des résultats au sens graphique. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour les praticiens dans leur rapport, dans leur travail dans une société savante quand ils veulent faire une présentation et quand ils n'ont pas forcément des connaissances en statistique, ça peut leur faire gagner du temps et donner de la visibilité à leur argumentaire. Alors, s'il vous plaît, je vais juste une parenthèse pour rappeler qu'il est important, s'il vous plaît, de faire des formations en statistique. Vous voyez, c'est pas pour rien que lorsqu'on a fait notre cursus de médecin généraliste, dans la première année, on a fait les biomathématiques et actuellement, l'INSP font des formations en statistique. Je parlerai même avec Madame Gauguin pour qu'il y ait des formations dans ce sens. C'est très important d'avoir le B.A.-ba de ce qu'est une étude épidémiologique, définir une population, c'est quoi une moyenne, c'est quoi une équation de régression, c'est quoi une corrélation, parce que vous allez lire des articles. Et tout ce vocabulaire se trouve dans les articles et dans les congrès que vous avez assistés. Et c'est dommageable que le praticien écoute des choses ou pose des questions et il n'a pas le b.a.-ba de ces éléments-là entre les mains pour pouvoir être compris déjà, poser des questions un peu plus pointues et bien sûr comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est important. Je voulais ouvrir juste cette parenthèse. Donc, pour les études euh, épidémiologique. Et je veux aussi rappeler une chose très importante. S'il vous plaît, n'injectez pas des données sans anonymiser complètement votre data. Complètement. Il ne faut pas qu'il y ait de traces de malades, de traces d'une structure, de traces. Faites attention, s'il vous plaît. Vous pouvez introduire un petit tableau comme ça pour avoir une moyenne, mais pas un travail de thèse, pas un travail de mémoire, pas non. Là, parce que vous êtes en train de violer la loi et parce qu'il y a tout dedans. Moi, je vois, moi, je ne peux être que dans les recommandations, mais je vois mes collègues, certains des collègues et consoeurs, prendre leur travail et le mettre directement dans une plateforme et demander des choses. S'il vous plaît, quand vous faites ça, vous êtes en train de déjà violer la loi, vous exposez vous-même parce que vous avez mis dans le domaine public des choses qui vous appartiennent, donc ils ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent à ceux qui détiennent votre travail. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ces choses-là. Toujours utiliser à bon escient et avec un maximum d'anonymisation concernant les données sanitaires que vous allez partager dans ces plateformes. Alors, les outils, alors voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple de patient que moi-même j'ai créé, fictif, avec des patients, avec l'âge, pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, et je peux introduire ça dans un modèle IA, notamment ChatGPT, et demander qu'il me fasse de la moyenne, de la régression, et peut vous donner des résultats assez intéressants, comme vous voyez.
et avoir une visibilité sur une réalité sanitaire. Bien sûr, faites très attention, toujours anonymiser et demander ponctuellement certaines choses sur un certain niveau de data, mais pas une data d'un service, une data d'un hôpital. Ça, c'est complètement interdit, mais ça peut être très contributif. Bien sûr, il faut formuler convenablement le prompt. C'est pour ça que j'ai dit que un médecin, un professionnel de la santé pluriel doit avoir une connaissance sur les outils épidémiologiques, statistiques, pour qu'il puisse déjà formuler un prompt convenablement, savoir ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut comparer. Et ça, c'est très important. Plus vous aurez ces outils entre les mains qui maintenant sont à votre disposition sur YouTube. Il y a plein de véritables masterclass gratuites. Il y a l'INSP. Donc, allez vers l'information, s'il vous plaît. Armez-vous. Et ça va vous servir. Il y a aussi SPSS que je ne présente pas. Moi, j'utilise beaucoup. SPSS est un outil payant, bien sûr. Eh bien, MSPSS est utilisé par beaucoup de mes confrères. Moi-même, je l'ai utilisé dans ma thèse. Il y a même un volet de programmation. Il est excellent. Actuellement, IBM SPSS 26, de 2026, pardon, il y a même un module IA intégré. C'est juste qu'il est payant et la licence, elle est extrêmement chère. Elle est extrêmement chère. J'ai cherché après la licence, elle est extrêmement chère. Bien sûr, il y a des licences institutionnelles quand vous l'avez. Vous pouvez l'utiliser, mais sinon, il y a des versions, il y a d'autres outils d'unité statistique qui sont gratuits, comme IPinfo, comme Power BI, Power BI de Microsoft, qui est aussi gratuit. Vous pouvez l'utiliser, introduire, faire de la manipulation de data, faire de la production de graphes, faire de la visibilité sur ces chiffres Power BI. Il est très facile à utiliser. Il y a des formations qui existent sur YouTube. Moi-même, je pourrais vous faire des formations sur Power BI. S'il n'y a pas de problème, des initiations même, aller en advance, c'est-à-dire faire de la nuance sur les datas, c'est complètement faisable et c'est très contributif dans le domaine. Vous voyez, donc il vous donne des choses incroyables sur la manipulation de la data, sur l'illustration de votre data, ce qui peut être très contributif pour votre travail et pour votre travail de recherche et même de publication, pour peu que vous anonymisez bien sûr ce que vous utilisez et vous déclarez l'outil que vous avez utilisé, parce que dans les publications, ils sont très à cheval. Est-ce que vous avez utilisé SPSS? Parce qu'il existe SPSS craqué, et si vous utilisez SPSS dans une publication, dans un rapport, vous êtes dans l'obligation de déclarer que vous avez la licence et que vous détenez une licence. Sinon, si on se rend compte que vous n'avez pas cette licence, ils peuvent vous blacklister dans une revue, donc faites très attention s'il vous plaît. C'est très très important. Il y a aussi EpiTools aussi que vous pouvez retrouver sur Internet où il y a des outils très intéressants il y a même des templates à l'intérieur, même des explications sur comment vous utilisez cet outil. Il est très, très intéressant. EpiTools, gratuit. Après, faites attention, c'est dans des plateformes, dans des serveurs à l'étranger. S'il vous plaît, faites très attention quand vous utilisez ces outils. Toujours anonymiser et faites attention qu'il n'y ait pas de violation du secret médical et de la data au sens réglementation américaine. Oui, le risque majeur, on l'a dit tout à l'heure, c'est les hallucinations et les biais. Et les biais. On en a parlé dans la dernière formation. On avait parlé des biais. Oui, il y a des biais. Quand vous utilisez des plateformes, quand vous utilisez aussi des articles qui ne sont pas de la réalité algérienne, pas le malade algérien, vous savez, on est différent ethniquement, on est différent par notre géographie, par l'épigénétique. Donc faites attention sur des modèles, sur des modèles, sur des observations, sur des conclusions qui ne sont pas complètement superposables à la population algérienne. Faites très attention. Faites attention à l'hallucination, des fausses références, des fausses conclusions, des fausses recommandations. Faites attention aussi aux fraudes. Quand vous allez utiliser des données, il faut toujours faire attention pour dire que j'utilise de l'IA, il faut qu'il y ait de la correction, il faut qu'il y ait de la critique sur les données que vous êtes en train de produire. Oui, l'IA propose, l'expert dispose. Il faut faire une vérification systématique, s'il vous plaît. Faites très attention à ce que va produire l'IA. L'intégrité académique, oui, parce qu'il y a maintenant des outils que j'ai montrés tout à l'heure qui nous permettent de voir est-ce que c'est pas un plagiat avec SonetIn. Par exemple, moi, SonetIn, je l'utilise quand je suis jury dans un groupe de thèse, d'un groupe de jury d'évaluation d'une thèse de PhD.
dans notre spécialité. J'utilise tous ces outils pour être sûr qu'on est dans la norme académique et qu'il n'y ait pas de... Et puis, ne pas oublier que quand vous allez utiliser ces outils de détection d'outils IA et de plagiat, qu'il y a des faux positifs. Faites très attention, c'est pour ça qu'il faut utiliser plusieurs outils. Il faut aussi être vous-même critique. Vous allez lire, vous allez voir, est-ce que c'est une production qui a l'air humaine, est-ce que c'est cohérent avec le profil du candidat, voilà, avec son niveau en français, en anglais, et tout ça, ça va être des éléments qui vous permettent d'être critique et de ne pas prendre agent comptant, ce que des solutions pour vous dire, soit comme négatif, soit comme positif, sur une production, sur un travail où vous êtes responsable, parce que vous êtes jury, vous êtes directeur au ministère, où vous êtes donc, vous allez recevoir un rapport, et ce rapport, oui, c'est un rapport important, donc faites très attention sur ces éléments quand vous essayez de détecter ou de contrôler ces productions qui vous arrivent. Donc, utiliser l'IA est un élément très important pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, au sens lecture, même au sens écriture, mais faites attention aux points faibles, donc les points obscurs de l'utilisation de ces technologies qu'on vient de voir maintenant. Surtout se rappeler que l'IA, si vous êtes dans un prompt superficiel, elle va vous faire une analyse superficielle et elle sera incapable de lier des concepts entre elles si vous n'allez pas dans la critique, dans le nuancement de votre prompt, de votre utilisation. Et ne pas oublier qu'il y a des IA où vous serez limité par les tokens, donc c'est gratuit, mais vous serez limité en termes d'utilisation, de nombre d'utilisations, même en termes de puissance. Actuellement, il y a des plateformes, les payantes sont beaucoup plus puissantes que celles en forme gratuite. Donc, vous voyez, donc il y a quand même des limites qui sont en son rapport. Donc, ne pas oublier ces éléments qui peuvent, qui peuvent agir négativement sur votre utilisation. Et s'il vous plaît, quand vous utilisez l'IA, toujours segmenter en chapitres, segmenter en plusieurs problématiques pour amener beaucoup plus de précision, de nuances. Quand vous utilisez une plateforme, quand vous utilisez un modèle, il faut segmenter votre travail. Vous allez faire c'est ça le côté pilote de l'histoire, hein. C'est-à-dire vous êtes artisan de cette production. Même si vous utilisez l'IA, vous gagnez en temps, vous gagnez en pertinence, mais c'est parce qu'il y a un facteur humain derrière qui a nuancé, qui a fait que ce travail est pertinent, il est original et que ce n'est pas une pure production d'une calculatrice qui a fait des stats sur une demande de prompt et vous vous arrêtez là. Faites attention, là, c'est dommage. Ça, dommage aussi, c'est grave. On parle de la partie éthique de votre recherche. Oui, s'il vous plaît, quand vous utilisez ces IA, rappelez-vous qu'il y a une valeur éthique essentielle et même sur le plan réglementation, ça peut être de la fraude, du plagiat, même cette source d'erreur, de faute médicale. Faites très attention à l'usage de ces outils à l'aveuglette. Non, vous l'utilisez en étant complètement au contrôle de votre exploitation de ces modèles. Et parce qu'on est responsable, c'est l'humain qui est responsable, on est responsable auprès de notre tutelle, auprès de notre nation, de notre citoyen, du malade, et on est complètement responsable sur le plan réglementaire. Donc, pour faire un petit peu recadrer tout ce qu'on vient de dire, se rappeler que l'IA, c'est un assistant, donc il est très intéressant de l'utiliser dans la rédaction initiale, dans la reformulation, dans la structuration, dans une formulation médicale et qui reste bien sûr académique. Vous n'allez pas formuler dans le vague, dans le tout venant, avec un vocabulaire très général. Elle peut vous faire une synthèse de bibliographie, de correction de syntaxe. Donc c'est un excellent secrétaire, mais c'est à vous de diriger le choix du sujet, la pertinence, validation scientifique. Donc vous allez aller chercher, vérifier ces données, toujours se rappeler qu'on a un patient en face de nous et qu'il y a une valeur absolue dans le déontologique éthique face à notre patient. Et bien sûr, l'interprétation finale des résultats, c'est vous, c'est l'humain. L'IA ne remplacera pas le chercheur. Elle va vous libérer un certain niveau, un certain volume horaire de travail que vous allez gagner, mais vous serez toujours là, s'il vous plaît, ne pas oublier cela. Actuellement, l'IA, elle est en train de faire des choses incroyables sur le plan vaccin, découverte de nouveaux antibiotiques. Donc, il y a des modèles IA très, très spécialisés qui sont en train de donner des résultats incroyables, tant sur le plan biologique que sur le plan clinique. On l'a vu avec la Covid, où le vaccin a été fait, bien sûr, avec des algorithmes. Donc, pour vous dire que
Et ça, c'est complètement salutaire et central. C'est central dans l'usage de ces solutions par rapport à notre politique de santé en Algérie. S'il vous plaît, c'est un projet d'une nation. Ça a été dit par Monsieur le Président de la République, l'intelligence artificielle, la numérisation, c'est plus une philosophie, c'est une obligation. C'est pour cela qu'il faut absolument être dans le train. Alors, take home message. Et moi, qu'est-ce que je veux que vous reteniez dans ma conférence? Et ça, c'est très important. Alors, vous êtes l'artisan, vous êtes le pilote. Alors, et l'IA est là pour vous aider. C'est l'expert, vous l'expert. Toujours aller vérifier les sources. C'est pas parce qu'elle va vous elle a donné un résultat, une observation, une recommandation, une discussion que c'est officiel, c'est l'IA qui a dit, c'est juste non. Allez chercher le DOI. Le DOI, c'est quoi le DOI? C'est le pédigré, c'est la carte d'identité de l'article scientifique. C'est sa carte d'identité internationale. Il n'y a qu'un seul DOI, comme le numéro d'identité nationale en Algérie. Un article scientifique, il a un DOI depuis sa création jusqu'à ad vitam aeternam. C'est-à-dire, on aura un seul DOI. Donc, allez chercher, est-ce que cet article existe réellement? Est-ce que tout ce qui a été dit dans votre formulation de prompt et dans les réponses que vous avez eues avec votre plateforme, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est vrai? Faites attention. Protégez vos données. Ça, c'est important. Faites attention, s'il vous plaît, que ce soit avec ChatGPT ou autre. J'ai cité ChatGPT parce que les gens utilisent très souvent ChatGPT parce qu'il y a une partie gratuite qui est très intéressante, même si elle n'est pas très puissante. Elle manque de pertinence. Faites attention, s'il vous plaît, sur les données que vous allez injecter. Vous allez injecter des choses, vous allez injecter des adresses, des noms, des prénoms, des établissements, des noms d'établissements. Faites attention, s'il vous plaît, vous êtes dans l'infraction si vous faites cela. Anonymiser, injecter le moins possible de... Je vous avais vu tout à l'heure, je vous ai parlé d'injecter des articles, d'injecter pour avoir de la lecture, pour vous utiliser dans la rédaction. Mais quand vous arrivez à la data, il faut que vous la faites vous-même, avec des outils dédiés, avec un maximum de précautions, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Donc, tu perfectionneras, oui, l'outil IA va vous aider, mais d'une façon mais vraiment extrêmement positive. Elle va briser la barrière de l'anglais, elle va vous permettre même de perfectionner votre anglais. Vous allez voir, plus vous allez utiliser dans ces modules d'IA, de traduction, de formulation, de rédaction en anglais, plus vous allez devenir performant en anglais, parce que c'est un excellent prof, hein, l'IA, dans les langues, et ça va vous permettre d'avancer même dans votre anglais médical général et même anglais médical spécialisé dans le domaine que vous faites, soit vous faites de la cardio, une autre spécialité, même quand vous êtes médecin généraliste, vous êtes plus dans un domaine que d'un autre, ça va vous perfectionner dans l'anglais. Vous allez voir, vous allez de plus en plus comprendre et vous allez, dans la lecture, vous allez vous-même comprendre automatiquement certaines choses parce que il y a de l'apprentissage derrière et ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent parce que quand vous faites le travail, quand vous faites l'action, c'est pour ça, depuis ce matin, j'insiste sur le fait que ça doit rester proactif. Vous devez être artisan dans la recherche et dans la rédaction. C'est comme ça que cognitivement, votre cerveau va créer des connexions et vous allez être étonné de voir que finalement, j'ai plus besoin de l'IA dans certains types de rédaction, de traduction, mais je le sais. Oui, parce que c'est proactif. Et ça a été prouvé scientifiquement que l'usage par des étudiants en France et même aux États-Unis, des étudiants ont utilisé un modèle Google pour faire des flashcards, donc des résumés avec des images, notamment en Notebook LM. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont pris deux groupes. Un groupe qui a utilisé Notebook LM, donc c'est une IA de Google qui fait des traductions, qui fait des podcasts, qui fait même, crée même des flashcards, donc des résumés. Ils ont pris des étudiants dans la même lecture, dans les mêmes cours, qui ont utilisé le modèle IA Notebook LM, et ils ont pris des étudiants qui ont fait l'action eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont résumé le livre, n'ont pas pris de facto le résumé de l'IA. Eh ben, ceux qui ont utilisé Notebook LM, vous avez compris, ils ont eu l'apprentissage fantôme, ce qu'on appelle l'apprentissage fantôme. Ils avaient l'illusion de connaître le sujet, mais l'enseignant en face, quand il a commencé à poser des questions sur les subtilités, ceux qui ont utilisé Notebook LM, ils étaient à côté. Ils n'arrivaient pas à trouver de réponse, alors que ceux qui ont fait le résumé, ils ont été proactifs avec des étapes. Ils ont demandé à l'IA de traduire, de résumer cette partie. Après cette partie, ils ont corrigé. Donc, ils n'ont pas pris de facto le résumé. Ils avaient des réponses à l'enseignant. Et donc, l'oral, ils l'ont passé au la main. Pour vous dire que dans l'IA, la principale recommandation que je dois faire par rapport à l'usage de l'IA, je pense, c'est d'être proactif, s'il vous plaît. Il faut rester au contrôle. Plus vous êtes au contrôle, plus ça va être contributif. Vous allez sentir.
Mais plus vous allez donner contre la l'IA, plus vous allez vous sentir largué et vous allez vous dire non, mais finalement, je ne sais pas ce que réellement c'est juste, pas juste. Ben oui, ne prenez pas comme argent comptant ce que produit l'IA. Allez contrôler, vérifier. Et c'est là que vous allez, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, l'usage de ces solutions, vous êtes complètement responsable vis-à-vis de votre protagoniste, quel que soit, hein, de votre malade, accompagnateur, collègue, administration, tutelle. Faites attention, c'est une responsabilité, on est statutairement responsable vis-à-vis de nos protagonistes. Faites attention. Transparence, tu afficheras. Quand j'ai utilisé l'IA, il n'y a pas de complexe. J'ai utilisé l'IA dans la méthode, mais quand vous êtes dans le contrôle, dans la correction et dans la critique, il n'y a aucun problème. Voilà ce que j'ai reçu comme résultat. Moi, je le dis à mes collègues quand ils l'utilisent. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais moi, je pense que non. Voilà, j'ai nuancé. Qu'est-ce que vous en pensez dans un travail de groupe? Ils vont dire oui, finalement, vous avez raison, tu as raison. Il faut aller plus vers ça, vers ça. Le brainstorming humain reste une valeur sûre. Sûre dans le travail de groupe, dans le travail d'équipe, dans un service. Et l'IA ne peut être qu'une boussole qui peut orienter vers une structure, vers éviter la page blanche, mais sinon, c'est juste un outil. Et ça, c'est très important. Pourquoi dire tout ça? Pourquoi cette formation? Pourquoi cette conférence? Mais parce que on n'a plus le choix. CISIA est une véritable opportunité. Ces outils qu'on a entre les mains, c'est une véritable opportunité. Tant sur le plan national, entre nous les professionnels de la santé, au sens local même, ça va valoriser la donnée que vous avez dans votre PH, dans votre HS, dans votre cabinet, dans votre service. Ça va valoriser. Vous allez voir que vous avez fait un travail, que votre travail est parlant. Il est en train de donner des réalités sanitaires. Peut-être qu'ils étaient complètement occultés. Et ça va être d'une contribution immense pour la qualité des soins, pour la politique de santé. Et c'est une mise aux normes nationales et internationales. Oui, on a des normes. Les normes de la tutelle, des programmes. On a aussi la loi, on a aussi les recommandations des sociétés savantes. On a aussi le statut. Donc, le fait d'utiliser ces modèles, ça va vous permettre d'avoir une meilleure structure dans vos productions, dans vos lectures, et d'être plus à même de répondre efficacement et de façon très pertinente à un projet, à un chantier concernant l'utilisation de telle ou telle méthode, quelle que soit votre spécialité ou votre domaine, et aussi démocratiser la publication. C'est important. Publier, c'est se faire, c'est être visible. C'est être visible par rapport à vos collègues, c'est être visible par rapport aux administrateurs, c'est être visible par rapport à notre tutelle. Quand vous produisez, quand vous publiez, que ce soit les médecins généralistes ou les médecins spécialistes ou les professionnels de la santé, plus vous produisez, plus vous êtes visible. Votre travail est valorisé. Et ça, c'est important. Ça augmente en crédibilité de notre corporation. Et c'est sûr, je termine avec ça, un praticien, un professionnel de la santé fort, et forcément, on va donner une politique de santé forte et une couverture sanitaire qui est aussi efficiente pour nos malades. Et ça, c'est très important. Voilà, je finis ma conférence. Bon, je vous invite à me lire. C'est un livre que je ne touche pas du tout d'argent dessus. C'est à compte d'éditeur. C'est l'éditeur qui le produit. Il le finance. Il lui-même le retourne au sens pécunier. Moi, je ne touche rien. Moi, mon but, c'était de parler d'un sujet important qui est l'IA dans le système de santé algérien, dans ses aspects éthiques et juridiques, pour développer et débloquer le débat. Je vous remercie, c'est un humble travail, je vous remercie. Je prendrai quelques questions si vous voulez bien, le temps que mes collègues interviennent. Madame Gougam. Vous avez deux questions. La dernière, la Texaha en tout cas, vraiment c'était... Alhamdulillah. C'est le but, c'est un petit peu... Est-ce que vous... Donc, il y a Là, on a le président de la HMG. Est-ce que vous pensez vraiment que devant le développement... Vous pouvez lire la question? Là. Je cherche. C'est vraiment les dernières. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que devant le développement de la technologie et des performances des softwares et des data chaque jour, l'IA avec la super intelligence artificielle qui vient va rester la secrétaire, un système de réseau, de recherche fermée ne serait-il pas une solution?
Alors, une question qui est assez complexe que j'ai développée dans le livre. Euh, alors, le, c'est vrai qu'actuellement, l'IA elle est en train de se développer. Et puis, cette notion de superintelligence, l'IA singulière, au jour d'aujourd'hui, il y a des prémices, il y a des bacs à sable, des bacs à sable, qu'est-ce que ça veut dire des bacs à sable? Il y a des chercheurs, des ingénieurs qui ont créé des environnements sécurisés où ils ont laissé les IA se parler entre elles. Et, vous savez, l'humain, au sens humain du terme, de par son intelligence, au sens intelligence humaine, n'est pas du tout, on risque d'être remplacé par une intelligence artificielle au sens humain du terme, c'est-à-dire au sens civilisationnel, au sens, l'intelligence artificielle peut être un excellent secrétaire, peut-être même un excellent copilote, comme dans certains des science-fiction, des films on voit, il y a une IA qui parle à son protagoniste, qui a un certain degré de liberté pour agir, mais l'homme reste quand même assez central dans la manipulation de ces technologies. Et de toute façon, cette technologie ne pourra pas évoluer sans l'homme, sans les chipsets, sans les softwares développés par l'homme. Beaucoup disent que l'IA est en train de dépasser les développeurs de software dans la programmation. Non, non, si vous cherchez un peu plus, vous allez voir que les vrais développeurs, les full stack, les vrais développeurs seniors, n'utilisent pas l'IA dans le développement parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée même des hallucinations dans le code de ce logiciel. Et elle crée des blocs comme ça, des frameworks que le développeur peut utiliser où il y a des problèmes dans ces blocs. Il y a des boucles, il y a des problèmes, il y a des pannes, et puis le développeur peut avoir d'énormes problèmes à démêler quand le code n'est pas bien ficelé, pas depuis le départ. L'IA peut être un excellent accompagnateur dans la rédaction de ces codes, dans la rédaction scientifique, mais tout dépend de ce que vous lui donnez comme liberté. Maintenant, si vous lui donnez la liberté de juger, de prendre des décisions à votre place, vous êtes responsable de cela et ça, ça, ça ne vous engage que vous. Il ne faut pas être derrière l'IA, il faut être devant l'IA et la guider. Oui, est-ce que fermer le réseau? Alors oui, là, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, il y a un certain niveau de sécurité qu'il faut respecter, ça c'est clair. Il ne faut pas donner l'opportunité que le réseau soit ouvert, et sur cela, il y a un certain nombre de garde-fous, quelle que soit l'institution dans laquelle se trouve telle ou telle data. Bien sûr, il ne faut pas tout ouvrir, et c'est pour cela que dans le livre, je parle d'une IA algérienne. Et oui, c'est un acte de souveraineté de créer ses propres solutions, de créer ses propres secrétaires, que le médecin et le professionnel de la santé de demain sachent coder, sachent manipuler ces IA pour qu'ils restent aux commandes. Parce que n'oublions pas l'adage, quand en informatique et dans le logiciel, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est là. Donc la question elle est hautement importante et intéressante. Je vous remercie pour votre question. Et Professeur, je pense oui, que est-ce que vous pouvez enlever le partage déjà? Pour d'accord, j'ai que envie de le partager. professeur Braquilla mette son partage. Et on s'excuse, on est limité par le temps. On ne peut pas répondre à toutes les questions, sauf si, professeur, vous acceptez de répondre par écrit à tout le Il n'y a monde, pas de c'est-à-dire à problème. chaque Oui, pas question, de souci. vous répondez par D'accord, écrit. d'accord, je vais rentrer au chat et je. Agda, on avancera. Et on Avec pourra plaisir. libérer nos chers enseignants parce qu'ils sont vraiment pris par le temps. Et aussi, on a fait Alger, il y a beaucoup de distance, donc C'est vrai que ouais, c'est un problème. même s'il y a trois questions, on ne peut pas se permettre de bloquer tout le monde parce qu'il y a aussi deux communications. C'est très intéressant, c'est vrai qu'on aurait dû faire en une seule partie, la partager en deux, mais c'est promis concernant ce que vous avez avancé. On verra, je vais voir avec le responsable de la recherche. Peut-être que vous pouvez faire des séances pour chaque outil, Inch'Allah, et selon votre disponibilité.
Bonjour, Oui, professeur. bonjour. Oui, Madame Gougem, je suis là. Est-ce que mon écran est partagé?